Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Pour ce dernier numéro, nous vous proposons une série de reportages de nos correspondants dans la région. Et d'abord, on part en Israël. La population est de plus en plus divisée sur les suites à donner à la guerre à Gaza. Reportage à suivre. Et les habitants du Sud-Liban subissent les conséquences de cette guerre dans la région stratégique de Kfar Shouba. Ils sont très nombreux à avoir quitté leur maison, loin des hostilités entre Israël et le Hezbollah. Enfin, un an après le séisme en Turquie, la population est toujours meurtrie. Reportage dans la province d'Hatay où des villages entiers ont été rayés de la carte. On prend tout de suite la direction d'Israël. Le pays est profondément fracturé depuis les attaques du 7 octobre dernier. Une partie de la population appelle à la paix et aux négociations poussées par les familles des otages désespérés de voir leurs proches revenir sains et saufs. Une autre partie des Israéliens ont apporté leur soutien sans faille au gouvernement de Benyamin Netanyahou. Reportage signé Claire Duhamel. Ce soir-là, à Tel Aviv, deux Israëls se font face. La paix avec qui? Avec l'autorité palestinienne qui nie la Shoah et cautionne le massacre de Nova? En marge d'une manifestation pour la libération des otages, une poignée d'Israéliens anti-occupation exige un cessez-le-feu à Gaza. Face à eux, un supporter de Benyamin Netanyahou, excédé par leur présence. Je m'oppose à eux car ils sont bloqués dans cet état d'esprit qui dit que la paix est la seule solution. Ils essaient de faire la paix avec des meurtriers, des violeurs, des gens qui mutilent des corps. Ils sont tellement accros à ce concept de la paix qu'ils sont incapables de s'en réveiller. C'est très dur pour beaucoup d'Israéliens d'avancer vers la paix en ce moment, ne serait-ce que de penser à terminer la guerre. Je pense aussi que notre gouvernement accentue les peurs et la haine, en plus d'abandonner les citoyens d'Israël. Le pays n'est plus un front uni. 4 mois après le début de la guerre, la colère d'une partie des Israéliens se dirige contre son propre gouvernement. Au cœur de cette fracture de la société israélienne, il y a deux objectifs de guerre perçus comme inconciliables. Tout d'abord, détruire totalement le Hamas grâce à l'opération terrestre à Gaza, et puis parvenir à la libération des otages en négociant avec ce même Hamas. Dans la petite ville ultra-orthodoxe de Bnei Brak, on retrouve un homme qui refuse que son fils soit échangé contre des prisonniers palestiniens. Eitan, le fils de Tzvika mort, a été pris en otage le 7 octobre. Aujourd'hui, son père rejette toute négociation. Il se dit prêt à sacrifier la vie de son fils pour la sécurité de son pays. Nous disons que la bonne façon de ramener les otages, c'est de mettre une pression significative sur le Hamas. L'État d'Israël et les citoyens israéliens ont déjà payé un lourd tribut le 7 octobre et plus généralement ces 100 dernières années. Il ne faut pas qu'il y ait un accord comme celui qu'il y a eu pour le soldat Gilad Shalit en 2012. Parce qu'après que 1027 terroristes ont été libérés dans l'accord Shalit, 1400 citoyens ont été tués ici. 1400 juifs ont été tués. Donc s'ils sont libérés maintenant, et s'ils sont environ 7000 terroristes, qu'est-ce qui pourrait se passer? Depuis le 7 octobre, Tzvika dit recevoir des centaines de messages de soutien. Pourtant, la majorité des familles d'otages s'acharnent à crier le même mot. C'est maintenant qu'ils veulent des négociations pour libérer les otages. La colère des manifestants emportera-t-elle leur chef de guerre? Benyamin Netanyahou pourra-t-il survivre à la fin de l'offensive à Gaza? Cette guerre dont personne ne discerne l'issue révèle aussi la grande fracture du peuple israélien. On vous emmène à présent dans le sud-Liban, sur les collines de Kfar Shouba, une région stratégique qui surplombe les kibboutz du nord d'Israël. C'est de ces collines qu'opère le Hezbollah, qui depuis le 8 octobre a ouvert un front de soutien à Gaza. Dans le viseur du mouvement chiite, des sites militaires de l'armée israélienne situés dans le secteur contesté de la frontière avec l'État hébreu. Conséquence, les populations libanaises fuient de peur d'être prises entre deux feux. Reportage de Serge Berberi. Kfar Shouba, dans l'extrême sud-est du Liban. Ce midi, le village fait ses adieux à un combattant du Hezbollah tué dans un raid israélien qui a visé sa maison.
Depuis le 8 octobre, Tsahal bombarde régulièrement cette bourgade perchée à plus de 1200 mètres d'altitude. Dans sa ligne de mire, des positions du Parti de Dieu. Les violences frontalières ont contraint 90% de la population de Kfar Chouba à prendre la fuite. Shadia Ranem vit aujourd'hui dans la ville portuaire de Saïda, à plus de 65 km de son village natal. La situation est difficile. Je souhaite tellement que l'armée puisse asseoir son autorité dans la région frontalière. Je suis stressée et anxieuse tout le temps. J'ai peur de ne plus jamais pouvoir regagner mon village. Dans les années 70, j'ai dû quitter ma maison durant près de 3 ans. Je me demande tous les matins si je reverrai un jour ma maison, mes terres et mes biens. C'est vraiment difficile. Comme Shadia, de nombreux déplacés espèrent qu'une solution pacifique puisse conduire à un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Parmi eux, Kassem El-Kadiri, président du conseil municipal de Kfar Chouba. Il y a des bombardements, il y a des destructions de maisons à l'intérieur des villages. Jusqu'à maintenant, il y a 3 morts de villages. Donc, vraiment, la situation est très difficile. Abou Mohamed a connu de nombreuses guerres qui ont semé dans son village morts et destruction. Aujourd'hui, cet octogénaire dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. Notre village est soumis au diktat du plus puissant. Que voulez-vous que l'on fasse? C'est mon avis et je vous le dis sans détour. Les gens ont peur de dire la vérité. Ceux qui s'opposent à la guerre sont accusés de collaboration avec Israël. Et ceux qui ne s'y opposent pas sont accusés de vouloir détruire Kfar Chouba. Nous ne sommes ni pour ni contre tel ou tel parti. Nous voulons la paix. Nous voulons vivre avec nos enfants en toute sécurité. À Saïda, comme dans d'autres villes côtières du sud du Liban, les échos de la guerre se font de plus en plus menaçants. Les craintes d'un embrasement occupent désormais tous les esprits. Et les conséquences de la guerre à Gaza touchent également l'Irak. Les États-Unis ont riposté aux attaques des milices pro-iraniennes sur 2 de ces bases. À Bagdad, la population est inquiète, comme nous l'explique notre correspondante Marie-Charlotte Roupy. Ici, dans le centre de Bagdad, des pèlerins venus de tout le pays pour célébrer la mémoire de l'imam Kadhem marchent en ce moment et nombre d'entre eux sont inquiets de ce qui pourrait se passer dans les jours et semaines à venir après les bombardements américains qui ont choqué le pays. Nous, citoyens, nous condamnons ce comportement. Les États-Unis doivent se coordonner avec le gouvernement s'il y a la moindre violation ou acte négatif contre eux. Ils doivent éviter de bombarder et passer par la diplomatie. À n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, on peut être attaqué. Où est la souveraineté? Où est la sécurité? Le gouvernement irakien est de plus en plus sous pression pour obtenir la modification du mandat de la coalition internationale contre Daesh ou le départ pur et simple des forces internationales du pays. Côté baghdadi, on ressent une lassitude d'être à nouveau pris entre 2 feux. L'Irak est devenu le lieu pour régler ses comptes. Les gens de l'extérieur viennent résoudre leurs conflits en Irak et des gens innocents sont tués sans avoir rien fait. Au début, il y avait Daesh, mais maintenant, Daesh n'est plus dans l'Anbar. Donc pourquoi les Américains commenceraient à attaquer l'Irak? Un pays ne peut pas juste venir et puis bombarder un autre pays sans que le gouvernement ne soit informé. Ils doivent trouver un accord pour sortir de cette crise. On peut se réveiller un matin et voir que le voisin a été tué. Combien de temps ça peut durer, ça? Des responsables iraniens se sont rendus à Bagdad pour évoquer la situation actuelle. Mais pendant que ces discussions politiques se tiennent, la population, elle, reste aux aguets d'une prochaine frappe américaine. C'était le 6 février 2023. Un tremblement de terre secouait le sud-est de la Turquie. En quelques secondes, des villes entières sont tombées comme des châteaux de cartes. Au moins 50 000 personnes ont péri. Dans la province d'Hatay, la plus durement touchée par le drame, la vie reprend le dessus malgré la douleur encore vive. Reportage de Jenna Lebras et Andria Rocha-Cutilé. Une prière, 1 an plus tard. Dans cette église chrétienne orthodoxe d'Iskenderun, la messe se fait en plus grand nombre depuis le séisme. À Iskenderun, 8 fidèles ont perdu la vie.
une quarantaine à travers toute la province. Pour garder la communauté soudée, le père Dimitri, prêtre de l'église d'Antakya désormais en ruine, vient officier ici. Nous n'avons pas peur pour le futur de notre communauté, mais c'est un processus difficile. On ne sait pas quand on pourra retourner dans notre ville. Ça fait déjà 1 an, on ne sait pas, on attend. Combien d'années cela va prendre? 3 ans? 5? 7? On ne sait pas. 1 an après le séisme qui a tué plus de 50 000 personnes, Antakya reste un champ de ruines. La plupart des survivants sont partis, mais certains sont restés, déterminés à protéger les derniers souvenirs de leur ville. L'un d'eux est Michel Houillard. Son collectif, Nerna, a créé une application sur laquelle les gens peuvent télécharger leurs photos pour faire perdurer la mémoire. Même les immeubles qui nous permettaient de nous repérer dans la ville sont détruits. Il ne reste plus rien. Cet endroit a été rasé. Avec la disparition des bâtiments, c'est aussi la mémoire des habitants qui se perd. On ne veut pas que ça disparaisse. La vie doit aussi reprendre, quitte à repartir de zéro, comme Dose Genj. Ce patron de bar a tenu à reconstruire son établissement, le Rosinante, à l'exact identique. Les habitués y reviennent progressivement, pour les cocktails, mais aussi pour se rappeler les bons moments passés. Avec ce tremblement de terre et toutes ces destructions, les souvenirs des habitants commencent à se dissiper. Avec Rosinante, on essaie de garder cette mémoire vivante et donner de l'espoir. On le voit, ça touche les gens. Cet endroit, ça leur donne aussi une raison de rester optimistes et ça peut aussi leur donner envie de rester. La fête, presque comme si la nuit du 6 février 2023 n'avait pas tout détruit. On danse, on se laisse aller à la nostalgie des vieux souvenirs et on en crée de nouveaux. Voilà, c'est la fin de ce dernier numéro d'Express Orient. Merci de nous avoir été fidèles pendant toutes ces années. Une pensée particulière à René Kaplan qui m'a confié cette émission en 2011. Merci à elle pour sa confiance. Merci à Loïc Bérou pour son soutien. Un immense merci à Stéphanie Cheval, rédactrice en chef. Merci à Aline Bottin aux manettes de cette dernière émission. Merci à toutes les équipes avec qui j'ai pu travailler. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.